Bonjour à tous, je suis l'assistante IA de la chaîne Documents rares et inédits. Certains d'entre vous aiment mieux sa voix, et je comprends, mais il ressent le besoin de partager un maximum de documents obscurs et inconnus avec vous, et il n'a pas le temps de tout lire seul. Il est l'équipe d'un seul homme. Il a réalisé un résumé de l'ouvrage Les technocrates et le pouvoir, ex-crise, synarchie, CGT, club, de Philippe Beauchard. Je vais donc vous lire son résumé. La figure du technocrate émerge après la Première Guerre mondiale comme une réponse nécessaire à l'essoufflement des structures démocratiques traditionnelles et à l'incapacité du libéralisme classique à gérer les crises économiques. Ce technicien de la prévision et de l'organisation se définit par une volonté de rationaliser l'avenir, s'opposant radicalement à l'économiste libéral, partisan de la non-intervention. Le technocrate n'est pas un homme de foule. Il évolue dans des cercles restreints, des clubs ou des chapelles, tels que X-Crise ou le syndicalisme de la CGT, où le goût du secret se mêle à une recherche constante d'efficacité. Ces groupes constituent des laboratoires d'idées où s'effacent les clivages sociaux habituels, permettant à des polytechniciens bourgeois et à des théoriciens ouvriers de collaborer autour de thèmes comme la planification ou la réforme de l'État. Cette ambition de dépassement des structures sociales et professionnelles pousse la technocratie à s'investir dans tous les domaines, de la réorganisation administrative à la politique étrangère, en passant par l'éducation. Cependant, cette volonté d'ouverture se heurte souvent aux réalités du pouvoir politique. Le technocrate souffre d'une vulnérabilité intrinsèque. Fort dans la construction théorique, il perd sa lucidité lorsqu'il doit affronter la décision politique pure. Cette fragilité se manifeste par une tendance au complotisme, réel ou supposé, comme l'illustrent les fantasmes autour de la synarchie ou l'échec de l'expérience de fer menée par le club Jean Moulin. L'une des erreurs fondamentales de ces experts réside dans leur croyance naïve en la possibilité de manipuler un homme providentiel. Qu'il s'agisse de Léon Blum, du maréchal Pétain ou du général de Gaulle, l'histoire démontre que ce sont les chefs politiques qui utilisent les technocrates pour leur expertise technique, avant de les rejeter ou de les transformer en boucs émissaires dès que les circonstances l'exigent. L'influence de ces groupes, bien que discrète, a profondément façonné la France contemporaine. Les idées mûries dans les années 1930 ont servi de socle aux grandes réformes du pays. Les nationalisations amorcées sous le Front populaire, la réforme du crédit sous Vichy par René Belin et le programme du Conseil national de la résistance convergent vers une même direction, l'instauration d'une économie dirigée. Pourtant, le résultat final, incarné par le plan de Jean Monnet, s'écarte souvent des idéaux initiaux pour se transformer en un instrument de gestion néocapitaliste. Le plan, autrefois porteur d'une charge révolutionnaire, finit par s'institutionnaliser au sein de l'appareil d'État. En définitive, si les technocrates ont échoué à conquérir le pouvoir politique en tant que tel, leurs théories sont devenues la doctrine officielle de la Quatrième République et le moteur de la modernisation gaulliste. Ils demeurent des acteurs de l'ombre, indispensables mais sacrifiables, dont l'ingratitude des dirigeants à leur égard, de Michel Debré à Giscard d'Estaing, souligne la subordination constante de la technique à la volonté politique. L'auteur démontre ainsi que la technocratie est moins une prise de pouvoir occulte qu'une mutation nécessaire de la gestion publique, où l'expert reste l'éternel serviteur, souvent incompris et régulièrement désavoué, d'un système politique qui ne peut pourtant plus se passer de lui. L'émergence de la technocratie en France trouve sa source dans des cercles de réflexion restreints qui, dès les années 1930, ont cherché à substituer une gestion rationnelle aux aléas de la politique parlementaire. Le groupe X-Crise, né d'une rencontre informelle à la Mutualité en 1930, incarne cette volonté de doter le pays d'une méthode de réflexion économique rigoureuse. Autour de figures telles que Gérard Bardet, Nicolettis et Jules Mock, ces polytechniciens ont élaboré un langage technique nouveau, rendant les enjeux de la planification et de la monnaie accessibles au cadre de la nation. Ce mouvement n'était pas un parti, mais un laboratoire d'idées fonctionnant par commissions spécialisées sur les transports, l'agriculture ou le crédit, préfigurant avec une précision remarquable l'organisation future du Commissariat général du plan. Au cœur de ce dispositif, Jean Coutreau apparaît comme le catalyseur intellectuel majeur.
Industriel et visionnaire, il a théorisé un humanisme économique, dont les thèmes de réflexion ont irrigué aussi bien les structures de l'État français sous Vichy que la reconstruction gaulliste de 1945. Coutreau a joué un rôle de pivot en introduisant des experts issus d'X-Crise dans les cabinets ministériels du Front populaire, tentant d'imposer des projets d'entente économique face aux divergences des ministres socialistes. Sa personnalité complexe et sa fin tragique en 1941 soulignent l'ambiguïté de ces technocrates, souvent suspectés de nourrir des desseins occultes comme la synarchie, alors qu'ils cherchaient avant tout l'efficacité organisationnelle. Les publications du groupe, notamment les travaux d'Ernest Mercier sur l'URSS, témoignent d'une volonté précoce d'ouvrir le capitalisme français à des modèles de développement concertés, dépassant l'anticommunisme primaire de l'époque pour envisager l'importance des marchés de l'Est et de la planification. Cette dynamique de rationalisation s'est étendue au-delà des élites administratives pour atteindre le mouvement syndical. La transformation de la CGT et l'évolution ultérieure de la CFDT marquent l'intégration de l'expertise technique au sein de la lutte sociale, créant une fusion entre base militante et recherche économique. Parallèlement, des structures comme le club Jean Moulin ont suivi une trajectoire allant de la contestation clandestine à une collaboration étroite avec le pouvoir gaulliste, illustrant une osmose croissante entre les cercles de techniciens et l'appareil d'État. L'influence technocratique a ainsi assuré une continuité souterraine entre les régimes, les idées mûries dans les années 1930 devenant la doctrine officielle de la modernisation française. Des responsables comme Michel Debré ou Jean-Marcel Jeannet ont fini par assumer ouvertement ce rôle de technocrate, autrefois perçu avec méfiance. En définitive, l'action de ces groupes a permis de structurer la vie économique du XXe siècle en imposant la figure de l'expert comme le serviteur indispensable de la puissance publique, capable de transcender les crises politiques pour garantir la pérennité de l'organisation nationale et la cohérence des réformes à long terme. Le groupe X-Crise se distingue par une identité sociologique précise, dominée par la figure de l'ingénieur plutôt que par celle du haut fonctionnaire. Contrairement aux structures technocratiques ultérieures, ce cercle puise sa force dans les rangs polytechniciens, qui représentent près de la moitié de ses effectifs. Cette prédominance technique insuffle une volonté de traiter l'économie comme une science expérimentale, affranchie des dogmes universitaires traditionnels. Sous l'impulsion de Jean Coutreau, personnage central au charisme messianique, le groupe devient un laboratoire d'idées où la prospective économique remplace la gestion au jour le jour. Coutreau, malgré une existence marquée par la souffrance physique et une fin tragique, parvient à imposer des thèmes novateurs comme la politique des revenus et la planification, qui innerveront durablement l'appareil d'État français, du Front populaire à la reconstruction gaulliste. L'organisation interne d'X-Crise préfigure les commissions de travail du plan. Les réflexions s'articulent autour de pôles stratégiques tels que l'énergie, les transports et le crédit, attirant des esprits aussi divers qu'Alfred Sauvy ou Pierre Massé. Cette effervescence intellectuelle se traduit par une production éditoriale dense, abordant sans tabou le modèle soviétique ou les mécanismes du fascisme italien pour en extraire des outils d'efficacité. Le groupe fonctionne comme un point de confluence, où des industriels, des banquiers et une aile gauche collectiviste, menée par Jules Moche et Louis Vallon, confrontent leurs visions. Cette hétérogénéité n'empêche pas une remise en cause radicale du libéralisme classique, jugé incapable de stabiliser un capitalisme moderne dont la capacité de production excède désormais les mécanismes d'autorégulation par les prix. Le débat doctrinal atteint son paroxysme lors des confrontations entre Jacques Rueff et les partisans du dirigisme. Rueff, défenseur acharné d'un libéralisme pur, se heurte à une majorité convaincue que l'anarchie économique conduit inéluctablement aux conflits sociaux. Face à cette fracture, Auguste de Theuff tente de promouvoir une voie moyenne à travers le corporatisme, tandis que Gérard Bardet théorise une intervention étatique structurelle. Bardet préconise un rééquilibrage entre le travail et les besoins, suggérant une réforme profonde du pouvoir législatif pour le transformer en organe de contrôle technique. Ces propositions, incluant de grands travaux publics et une représentation professionnelle au sein de l'État,
annonce de façon frappante les réformes institutionnelles et économiques qui seront mises en œuvre en 1958. L'influence concrète d'X-Crise s'exprime par l'infiltration de ses membres dans les rouages gouvernementaux. L'expérience du Front populaire permet à des techniciens comme Branger de créer la Caisse nationale des marchés, un outil déterminant pour le financement de l'économie. Malgré les résistances politiques et les divergences ministérielles, le style X-Crise impose une nouvelle grammaire de l'action publique, fondée sur la documentation statistique et la coordination des efforts nationaux. Cette mutation marque le passage d'une économie de notables à une gestion par les cadres, où l'expertise devient la condition sine qua non de la survie de l'État. En transformant l'inquiétude née de la crise de 1929 en un système de prévision organisé, ces technocrates ont jeté les bases d'un néocapitalisme dirigé qui définira la France des Trente Glorieuses. L'héritage d'X-Crise réside ainsi dans cette capacité à avoir survécu au clivage partisan pour s'imposer comme la seule méthode de gouvernement jugée rationnelle face au désordre du monde moderne. Les débats monétaires de 1933 marquent une rupture fondamentale au sein de la pensée économique française, opposant les défenseurs de l'orthodoxie budgétaire aux partisans d'un pragmatisme monétaire. Jacques Rueff, fidèle au fétichisme de l'or, dénonce le système de change international comme une source d'instabilité, tandis que Paul Reynaud et les jeunes technocrates d'X-Crise perçoivent la dévaluation comme un remède inévitable à la paralysie des exportations. Cette période de tension financière agit comme un catalyseur, poussant les experts à délaisser la technique comptable pure pour s'intéresser à la structure même de la production. L'influence du New Deal rooseveltien renforce cette mutation. L'expérience américaine prouve qu'une voie moyenne entre le libéralisme sauvage et la socialisation totale est possible grâce à une intervention étatique régulatrice. Le choc social de juin 1936 achève cette transformation intellectuelle. Jean Coutreau, figure de proue d'X-Crise, voit dans les grèves du Front populaire une « cure psychanalytique », révélant l'anarchie du système capitaliste traditionnel. Pour lui, l'époque exige une nouvelle révolution saint-simonienne capable de rationaliser les rapports humains et économiques. Son concept d'humanisme économique propose une refonte radicale de l'entreprise, visant à abolir le patronat de droit divin au profit d'une gestion technique et transparente. Coutreau prône la limitation de la propriété privée des moyens de production et l'instauration d'une redistribution automatique des bénéfices aux salariés dès qu'un certain plafond est atteint. Cette vision ne se limite pas à une simple générosité sociale. Elle vise une efficacité productive supérieure par la collaboration réelle entre capital et travail. La réforme de l'autorité au sein de l'usine constitue le pilier de ce projet. Gérard Bardet et Jean Coutreau préconisent la cogestion et la fonctionnalisation des chefs de production, transformant le dirigeant en un expert responsable devant la collectivité plutôt qu'en un propriétaire absolu. Bardet met en pratique ces idées en instaurant des conseils ouvriers et une prospective commerciale discutée au sein même de ses ateliers. Parallèlement, le groupe suggère la création d'ententes économiques bénéficiant de crédits d'État prioritaires. Ces groupements, en échange d'avantages juridiques, s'engageraient dans une planification des prix et une spécialisation industrielle, protégeant ainsi les petites unités de production contre l'hégémonie des holdings, tout en modernisant l'appareil national. L'auteur souligne que ces propositions, bien que formulées dans un contexte de crise, dessinent les contours d'une modernité économique qui dépasse les clivages partisans. En insistant sur la normalisation de la production, la recherche technique en commun et la réforme de la machine administrative par le syndicalisme, X-Crise prépare le terrain à l'économie concertée de l'après-guerre. Le technocrate n'est plus seulement un comptable de la pénurie, mais l'architecte d'un système où la productivité devient la solution au déséquilibre budgétaire. Cette volonté de substituer l'organisation rationnelle à la lutte des classes définit l'ambition profonde de ces experts. Stabiliser le capitalisme en le rendant techniquement irréprochable et socialement acceptable, jetant ainsi les bases de la gestion étatique contemporaine. L'accession au pouvoir du Front populaire en 1936 marque le passage de la spéculation intellectuelle à l'expérimentation administrative pour les membres d'X-Crise. Jean Coutreau y déploie son concept d'humanisme économique,
une doctrine audacieuse qui ambitionne de dépasser le capitalisme traditionnel sans basculer dans le collectivisme intégral. Il préconise une restructuration profonde de l'entreprise, où le profit n'est plus une fin en soi, mais un excédent redistribué aux salariés selon des règles de transparence comptable strictes. Dans cette optique, le chef d'entreprise perd son statut de propriétaire de droit divin pour devenir un technicien de la production, intégré dans un système de cogestion avec les délégués ouvriers. Coutreau imagine une économie duale, un secteur plané, dévoué aux besoins vitaux de la nation comme le logement et l'alimentation, où la notion de gain est supprimée, et un secteur libre dévolu à l'initiative privée. Cette volonté de rationalisation trouve une expression politique avec la création du ministère de l'économie nationale, confié à Charles Spinasse. Ce ministère incarne pour la première fois l'exigence d'une unité de direction de l'action gouvernementale. Autour de Spinasse, un véritable brain trust technocratique s'organise, composé de figures comme Branger, Sauvy et Coutreau. Ces experts, habitués au monde des affaires, tentent d'imposer une méthode de travail fondée sur la coordination technique plutôt que sur les compromis partisans. Cependant, cette intrusion de la compétence pure se heurte au scepticisme de Léon Blum et à l'hostilité des structures politiques traditionnelles. Les vieux militants socialistes et radicaux perçoivent avec méfiance ces « jeunes Turcs » qui prétendent réformer l'État par la statistique et l'organisation scientifique. Le projet le plus emblématique de cette période est la législation sur les ententes économiques. Conçue par Coutreau et défendue par Spinasse, cette réforme vise à encourager les groupements de producteurs à se rationaliser en échange d'avantages fiscaux et de crédits prioritaires. L'État, par l'intermédiaire de commissaires-contrôleurs, surveillerait l'application de contrats de production, sanctionnant le malthusianisme et favorisant les industries de pointe. Ce système transfère de facto le pouvoir économique du patronat libéral vers des super-technocrates de branche, chargés de réguler la concurrence. Si le grand patronat se résigne à cette évolution, les petites et moyennes entreprises y voient une menace fascisante ou un dirigisme étouffant. Malgré le sabordage du ministère Spinasse dès 1937, l'auteur démontre que l'essentiel des structures de la planification française moderne est déjà en place. Les termes ont évolué, substituant le quasi-contrat à l'entente, mais la philosophie reste identique. Substituer l'organisation rationnelle et la concertation technique à l'anarchie du marché. Ces technocrates, par leur neutralité politique affichée, ont réussi à poser les jalons d'une gestion étatique qui survivra au changement de régime, prouvant que la technique, une fois introduite dans les rouages du pouvoir, devient un moteur autonome de transformation sociale, indépendamment des aléas de la vie parlementaire. L'expérience du Front populaire permet aux technocrates d'X-Crise de confronter leur théorie à la réalité législative. Si le projet des ententes industrielles échoue sous la pression des libéraux et des rivalités ministérielles, la création de la Caisse des marchés de l'État en 1937 constitue une victoire majeure. Porté par J. Branger, cet organisme introduit une rupture historique. Le financement des entreprises ne repose plus uniquement sur des critères bancaires traditionnels, mais sur l'utilité économique réelle des projets. En centralisant les commandes publiques et en garantissant les crédits, cette institution devient l'outil d'une politique de grands travaux et de réarmement, imposant une réforme structurelle profonde dans l'indifférence d'un Sénat dépassé par la technicité des débats. Parallèlement, la notion de planisme s'affine et s'éloigne des schémas révolutionnaires classiques. Pour les experts d'X-Crise, l'essence du plan réside moins dans le transfert de propriété que dans celui de l'autorité. La gestion technique prime désormais sur la possession juridique. Cette vision s'accompagne d'une volonté de scinder l'économie en deux pôles distincts, un secteur planifié pour les besoins de masse et un secteur libre préservant l'initiative privée et le profit. Des courants comme l'Ordre nouveau ou le personnalisme d'Emmanuel Mounier irriguent ces réflexions, proposant de substituer le service civil au service militaire et de dissoudre la lutte des classes dans une organisation professionnelle rigoureuse où l'individu reste libre, mais encadré par des structures collectives efficaces. L'efficacité de ce nouveau modèle exige une maîtrise absolue de l'information économique. X-Crise préconise une recherche statistique systématique
et une transparence totale des comptabilités nationales, anticipant de 30 ans les outils de gestion des crises sociales modernes. Contrairement à la CGT de l'époque, le groupe maintient la nécessité du profit comme moteur indispensable, tout en cherchant à l'encadrer par une organisation corporative supérieure. Cette approche séduit une frange du patronat moderniste et des syndicalistes comme René Belin, amorçant une collaboration inédite entre capital et travail sous l'égide de la compétence technique. L'objectif est de transformer le pouvoir syndical, initialement politique et revendicatif, en un pouvoir purement professionnel, intégré à la gestion de la nation. Cependant, cette montée en puissance s'accompagne d'une opacité croissante et d'un éclatement des trajectoires individuelles. À la veille de 1939, X-Crise perd son homogénéité initiale pour devenir une sorte de carrefour d'influence. Tandis que certains membres s'installent durablement dans la haute administration, d'autres s'engagent dans des réseaux occultes ou des partis radicaux, alimentant les théories sur le pacte synarchique d'empire. Les liens avec la banque Worms et l'influence de groupes comme Nouvel Âge de Jacques Duboin témoignent d'un foisonnement d'idées où l'humanisme mystique se mêle à une volonté de puissance technocratique. En infiltrant méthodiquement les leviers de commande de l'État, ces hommes s'assurent que leurs concepts de rationalisation, d'économie dirigée et de direction technique de la société survivront au conflit mondial imminent. Ils préparent ainsi, dans l'ombre des cabinets ministériels et des centres d'études, les structures administratives et les méthodes de gouvernement qui définiront la France de la reconstruction. L'influence d'X-Crise perdure jusqu'au conflit mondial, mais le groupe perd son homogénéité au profit d'une dispersion stratégique. Ses membres se scindent. Certains investissent la haute administration pour préparer les futurs leviers de commande de l'État, tandis que d'autres s'engagent dans des réseaux occultes comme la synarchie ou rejoignent des partis radicaux comme celui de Doriot. En marge, des groupes comme Nouvel Âge de Jacques Duboin diffusent une mystique de l'abondance. Ce mouvement, soutenu par des personnalités comme Georges Valois ou André Philippe, prône une libération de l'homme par la machine et une consommation hyper développée. Cependant, ces théories restent souvent prisonnières d'une phraséologie verbeuse, peinant à proposer des solutions économiques concrètes face à la rigueur des plans concurrents. Le basculement décisif s'opère au sein du syndicalisme européen, qui abandonne la contestation systématique pour élaborer une technocratie ouvrière. Influencé par les expériences de guerre de Walter Rathenau et Albert Thomas, ainsi que par les premiers plans soviétiques, le mouvement cherche une méthode de reconstruction globale. Sous l'égide d'Henri de Man, le planisme s'impose comme une troisième voie entre l'insurrection révolutionnaire, jugée obsolète pour les sociétés industrielles, et le réformisme lent. De Man ambitionne de conquérir légalement les centres névralgiques de l'économie, en fusionnant les objectifs sociaux de Lénine avec l'efficacité pragmatique du New Deal. Son plan du travail ne vise pas un bouleversement brutal de la propriété, mais une mutation de l'autorité par la maîtrise technique des circuits financiers. Le pilier de cette doctrine est la nationalisation du crédit. En soumettant l'appareil bancaire, les assurances et la Banque nationale à un institut d'État, le planificateur dirige l'investissement sans abolir le secteur privé. Ce modèle d'économie mixte sanctuarise les industries de base, telles que l'énergie et les transports, sous le contrôle de commissariats généraux, tout en laissant la concurrence stimuler la productivité dans les autres branches. Pour garantir la stabilité, le plan protège l'épargne et la petite propriété artisanale, évitant de heurter les classes moyennes désorientées par l'inflation. Sur le plan social, cette planification intègre les syndicats à l'entreprise via des commissions paritaires et des conventions collectives. L'instauration d'un salaire minimum et la réduction du temps de travail deviennent des objectifs contractuels financés par une croissance organisée. En régulant les prix contre les abus des monopoles et en orientant le crédit de manière sélective, De Man propose un socialisme anti-crise, préservant les réserves monétaires tout en résorbant le chômage. Ce cadre conceptuel, adopté par la CGT française, marque la naissance d'une gestion économique moderne où la technique financière devient l'instrument privilégié de la transformation sociale. Le planisme d'Henri de Man s'affirme comme une stratégie de conquête légale du pouvoir économique,
privilégiant la nationalisation du crédit et des industries de base, tout en préservant un secteur privé concurrentiel. Cette approche hybride protège explicitement la petite propriété et l'épargne pour rallier les classes moyennes, autrefois séduites par le fascisme. De Man cherche à retourner la petite bourgeoisie en lui offrant une alternative à la prolétarisation, se distinguant ainsi des plans purement technocratiques d'X-Crise. Cependant, cette modération suscite l'hostilité virulente de l'économiste soviétique Eugène Varga. Ce dernier dénonce une trahison de l'idéal marxiste, qualifiant le plan belge de simulacre destiné à stabiliser le profit capitaliste sous un vernis technocratique. Pour Moscou, l'indemnisation des expropriés et le maintien des privilèges bancaires font de Man un allié objectif de la bourgeoisie, voire un précurseur du national-socialisme. Malgré ces attaques, le modèle belge essaime au sein du syndicalisme international, porté par des groupuscules comme Révolution constructive. Lors de la conférence de Genève en 1936, les centrales européennes s'accordent sur la priorité absolue de la nationalisation du crédit. Un système financier hiérarchisé est envisagé, une banque centrale nationalisée, directrice de la monnaie, secondée par des organismes de distribution à court terme pour le capital d'exploitation et un institut spécialisé pour les investissements à long terme. Cette architecture vise à garantir la souveraineté de la collectivité sur les flux monétaires et les échanges extérieurs, tout en laissant une certaine souplesse aux investissements privés respectant le programme général. En Grande-Bretagne, les trade unions adoptent une vision plus décentralisée. Elles préconisent la création de corporations publiques souples pour les secteurs clés comme l'électricité, les mines ou le gaz. La cogestion ouvrière y est centrale, permettant au personnel de participer directement à la définition des conditions de travail et des politiques à long terme. À l'inverse du dirigisme étatique global, le modèle britannique privilégie l'insertion organique du syndicat au cœur de la gestion technique de chaque branche professionnelle. En Suisse, l'union syndicale propose une rationalisation de la production pour éliminer les gaspillages. Elle exige la transparence totale par la publication des comptes des sociétés anonymes et l'amorce d'une économie collective. Le programme suisse innove en introduisant une politique nationale du logement, animée par l'État, et une surveillance accrue des banques. En Allemagne, le programme de l'ADGB de 1932 se concentre sur des mesures de relance, réduction du temps de travail à 40 heures, augmentation du pouvoir d'achat et étatisation des industries minières et sidérurgiques pour contrer le chômage. Toutes ces initiatives convergent vers une même ambition: substituer au libéralisme anarchique une organisation rationnelle de la production. La technocratie syndicale qui émerge alors ne cherche plus la destruction brutale du capitalisme, mais son encadrement par la compétence technique et la planification financière. En plaçant la gestion au-dessus de la possession, ces nouveaux théoriciens ouvrent la voie à une économie dirigée où l'État devient l'arbitre suprême de l'intérêt général, jetant les bases des politiques de reconstruction de l'après-guerre. Le syndicalisme français, historiquement ancré dans la contestation révolutionnaire, opère une mutation structurelle sous l'impulsion de Léon Jouot. Conscient de l'épuisement des thèmes purement revendicatifs, le leader de la CGT voit dans la planification un levier stratégique pour transformer la vocation syndicale et préparer la réunification ouvrière. L'influence d'Henri de Man agit comme un catalyseur intellectuel, introduisant l'idée qu'un programme économique rigoureux peut pallier l'impréparation de la gauche face à la crise de 1929. Cette transition marque l'émergence d'une technocratie syndicale cherchant à s'insérer méthodiquement dans tous les lieux de décision où se discutent les intérêts matériels de la classe ouvrière. Parallèlement, Marcel Déat et les néo-socialistes s'emparent du concept de plan pour tenter une synthèse entre socialisme et radicalisme. Leur objectif est de séduire une base sociale élargie, incluant artisans, petits agriculteurs et fonctionnaires, en proposant une socialisation de la puissance plutôt qu'une collectivisation brutale des biens. Déat préconise la maîtrise des forces productives par le contrôle des banques, la cogestion ouvrière et la création d'offices nationaux pour les produits agricoles stratégiques comme le blé ou le vin. Cependant, cette approche suscite une hostilité profonde chez Léon Blum et les socialistes traditionnels. Pour la SFIO,
Le planisme, en cherchant une voie moyenne, porte en lui les germes d'un étatisme autoritaire, préfigurant une dérive fasciste, surtout lorsqu'il est porté par des dissidents politiques. Malgré ces fractures, Jouot constitue un brain trust d'une grande diversité intellectuelle pour crédibiliser son action. Des figures comme Robert Lacoste, René Cassin, Louis Vallon, issu d'X-Crise, et l'économiste Lucien Laurat collaborent pour donner corps au plan du travail de la CGT. Ce projet, finalisé fin 1934, prône la nationalisation des industries clés et la création d'organismes de coordination où siégeraient techniciens et syndicalistes. Le cartel d'action des services publics joue un rôle moteur dans cette dynamique, inquiet de voir les classes moyennes basculer vers des ligues d'extrême droite. Il s'agit d'armer l'État d'un arsenal anticapitaliste capable de réguler le profit tout en rassurant les petits épargnants par une gestion rationnelle. L'avènement du Front populaire modifie radicalement la donne. Si le plan sert de dénominateur commun pour souder le rassemblement populaire, son application concrète se heurte à la violence des grèves de 1936. Les technocrates syndicaux, absorbés par l'urgence des conflits sociaux et la gestion des acquis immédiats, perdent la liberté d'esprit nécessaire pour imposer leur vision à long terme. La concertation internationale s'effrite sous la pression du péril nazi et des divisions internes entre réformistes pacifistes et communistes révolutionnaires. L'auteur démontre que cette période constitue un rendez-vous manqué pour la planification cohérente. Faute d'une adhésion politique unanime et de temps, le plan se dilue dans des actions dispersées, bien que les réseaux de techniciens alors formés posent les jalons des futures interventions étatiques de la reconstruction après 1945. Le plan de la CGT se formalise en 1935 sous l'impulsion de Léon Jouot et d'un cercle d'experts mêlant syndicalistes et techniciens issus d'X-Crise. Ce projet, synthétisé dans l'urgence par Georges Lefranc, s'inspire étroitement du modèle belge d'Henri de Man pour proposer une alternative à la déflation. Il vise à substituer une direction économique d'intérêt général au régime des profits particuliers, en s'appuyant sur une réforme de l'État et la création d'un Conseil supérieur de l'économie. Cette nouvelle instance, représentative des forces productives, recevrait des pouvoirs d'investigation et de contrôle pour orienter l'activité nationale, lutter contre le chômage et imposer la semaine de 40 heures. Le volet financier constitue le cœur névralgique de ce programme. La CGT préconise une refonte radicale de l'appareil bancaire, incluant la nationalisation de la Banque de France et la spécialisation des établissements de crédit. Le plan prévoit le compartimentage des banques de dépôt et d'affaires, transformant la distribution du crédit en un service public rigoureusement surveillé. En mobilisant les réserves de la Caisse des dépôts et des caisses d'épargne, les planistes entendent financer une politique de grands travaux sans dépendre des marchés financiers traditionnels. Parallèlement, le projet envisage la nationalisation progressive des industries à forte concentration, notamment les transports et l'énergie, sous la direction de conseils tripartites associant producteurs, consommateurs et fonctionnaires. Malgré sa cohérence technique, le plan se heurte à une triple opposition politique au sein de la gauche. Léon Blum et la SFIO restent méfiants, percevant dans cette programmation rigide un risque de dérive autoritaire ou une concession aux thèses néo-socialistes de Marcel Déat. Les communistes, par la voix de Benoît Frachon, rejettent l'idée d'une planification efficace en régime capitaliste, exigeant la dictature du prolétariat comme préalable. Enfin, Vincent Auriol, futur ministre des Finances, préfère ses propres projets de nationalisation, plus axés sur la conquête des leviers de commande que sur une réorganisation globale de la production. L'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 marque paradoxalement l'effacement de l'ambition planiste. L'explosion sociale des occupations d'usines contraint le gouvernement et les syndicats à se consacrer exclusivement aux accords Matignon et aux revendications immédiates. Absorbé par la résolution des conflits et par le soutien aux républicains espagnols, Jouot voit son projet de planification s'effacer devant l'urgence politique. Les rapports entre la CGT et le cabinet Blum se tendent, le syndicat craignant que le ministère de l'économie nationale ne soit capté par des technocrates hostiles au planisme ouvrier. Le plan finit par se diluer dans une série de mesures fragmentaires, faute d'une volonté politique commune
pour l'imposer comme cadre de gouvernement. L'arrivée au pouvoir du Front populaire en juin 1936, portée par une vague massive d'occupation d'usines, consacre l'échec paradoxal du planisme syndical. Alors que Léon Blum prend la tête d'un gouvernement socialo-radical, l'urgence sociale et les accords Matignon absorbent toute l'énergie des dirigeants. Léon Jouot, bien que proche de Blum, joue une carte personnelle et refuse de s'engager pleinement dans l'appareil d'État, préférant un rôle de technicien comme haut-commissaire au chômage. Cette distance entre la CGT et le pouvoir politique s'accentue car le brain trust syndical suspecte le ministre de l'économie, Charles Spinas, d'être tombé sous l'influence de technocrates bourgeois hostiles aux réformes de structures ouvrières. Le plan de la CGT se transforme alors en une machine de guerre idéologique utilisée par Jouot pour dénoncer les hésitations gouvernementales. Face à la pause décrétée par Blum et à la dévaluation tardive opérée par Vincent Auriol, le syndicat durcit ses positions, exigeant la nationalisation immédiate du crédit, des mines et des industries de guerre. Cependant, cette surenchère reste stérile. Blum, soucieux de ménager l'opinion libérale américaine et empêtré dans les subtilités parlementaires, écarte tout dirigisme global qu'il juge trop proche des méthodes fascistes. Les grands travaux, piliers du projet syndical, sont abandonnés au profit de mesures fragmentaires, créant une rancœur durable chez les leaders ouvriers qui s'estiment trahis par le réformisme socialiste. L'unité syndicale elle-même s'effrite sous la pression des événements internationaux et des rivalités internes. La montée en puissance de René Belin, perçu comme un concurrent hérétique par Jouot, et l'influence croissante des communistes qui rejettent la planification en régime capitaliste, paralysent l'élaboration doctrinale. À partir de 1938, sous les gouvernements Chotan puis Daladier, la CGT voit ses effectifs fondre et son influence politique s'évaporer. Le plan n'est plus qu'un thème de réflexion académique pour quelques commissions spécialisées, tandis que la France bascule progressivement dans une économie de guerre qui impose son propre dirigisme autoritaire. L'auteur souligne que l'échec des technocrates de la CGT en 1936 provient de l'absence d'un mouvement de masse réellement acquis à la planification. Le plan est resté le projet d'une élite intellectuelle isolée, incapable de vulgariser ses concepts auprès de la base.